Mouvement rectiligne uniforme. Lorsque le mouvement d'un point M s'effectue sur une droite D d'origine O, les vecteurs position, vitesse et accélération sont dans le repère cartésien R, O, U de x, OM égale x fois U de x, avec x abscisse du point M à l'instant T. La vitesse du point M, elle vaut x point fois U de x avec x point, la vitesse sur l'axe des x à l'instant T. Et l'accélération du point M est égale à x secondes fois U de x avec x secondes, accélération du point M à l'instant t. Si le vecteur vitesse est constant, x point égale constante égale la vitesse sur l'axe des x à l'instant t égale 0, alors le mouvement est rectiligne uniforme. Le vecteur accélération est nul, x secondes égale 0. Les équations horaires sont les suivantes. Avec x0 position du point M à t égale 0. Les expressions vectorielles des vecteurs OM, V de M et A de M sont les suivantes pour un mouvement rectiligne uniforme. À l'aide de cette animation de M. Walter Fenn, simulons un mouvement rectiligne uniforme. La position initiale, x, vaut 8 mètres. La vitesse initiale, je l'ai réglée à 5 mètres seconde moins 1. Et l'accélération, elle est nulle. Je démarre. Nous voyons que la vitesse v reste constante au cours du temps, 5 mètres par seconde. L'accélération est toujours nulle. Et la position de x varie de façon affine par rapport au temps. En effet, à t égale 0, x égale 8 mètres. Puis, évidemment, la position du point M au cours du temps va évidemment augmenter sur cet axe des x. Dans le cas d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré, les vecteurs position, vitesse et accélération sont les suivants. Avec les équations horaires du mouvement présentées ici, donc x secondes, l'accélération est constante, la vitesse sur l'axe des x est une fonction affine du temps, et la position donc sur l'axe des x est une fonction parabolique du temps. Mouvement rectiligne uniformément accéléré. Donc, les conditions initiales sont les suivantes. Le vecteur vitesse V0 est égal à V0x, c'est-à-dire sa composante sur l'axe OX, fois U de x, et le vecteur position M0 égale x0 fois U de x. Dans notre exemple, on avait vu que x0 était 8 mètres, V0x 2 mètres par seconde, et l'accélération à 0x, 1 mètre seconde moins 2, elle reste constante puisque le mouvement est rectiligne, uniformément accéléré. Bon, alors d'où sortent ces mystérieuses équations horaires? Eh bien, nous savons que AX0, c'est la dérivée de la vitesse sur l'axe des x, dvx sur dt. Autrement dit, Vx est la primitive de AX0. AX0 étant une constante, la primitive c'est AX0 fois t plus une constante k. La constante k est déterminée grâce aux conditions initiales. À t égale 0, que vaut Vx? Eh bien, ça vaut V0x, c'est-à-dire, on réinjecte dans cette équation AX0 fois 0 plus k, ce qui nous donne la constante k qui vaut, eh bien, V0x, et ce qui nous donne l'expression de Vx au cours du temps, qui vaut quoi? Eh bien, AX0 fois t plus V0x. Alors si on prend les données ici, ça nous donnerait Vx égale eh ben, 1 fois t plus V0x plus 2. Hein? Donc on aurait bien Vx au cours du temps qui démarrerait de 2 mètres seconde moins 1. Et ensuite, on aurait une fonction affine, Vx une fonction affine du temps, avec comme pente, eh ben, comme pente c'est quoi? Eh ben, c'est dvx sur dt, la pente, elle vaut quoi? Ce segment sur ce segment. La pente, c'est tout simplement l'accélération sur l'axe des x. Bien. Pour la position maintenant, eh bien, Vx, c'est quoi? C'est la dérivée de x par rapport au temps.
Autrement dit, x est la primitive de Vx par rapport au temps. Donc x égale, ça c'est une constante. La primitive de t, c'est 1 demi de t carré. Donc ça nous fait ax0 fois 1 demi de t carré. Si je redérive 1 demi de t carré, je retrouve t. Plus v0x fois t. Si je redérive ceci par rapport au temps, je retrouve ça. Plus une constante k'. La constante k' est toujours déterminée grâce à quoi? Aux conditions initiales. Autrement dit, x à t égale 0 vaut x0 égale ax0 fois 1 demi fois 0 au carré plus v0x fois 0 plus k', autrement dit k' égale x0. Ce qui nous donne x au cours du temps égale 1 demi de ax0 fois t carré plus v0x fois t plus x0. Ceci nous montre bien que x est une fonction parabolique du temps. Si on remplaçait par les données numériques, eh bien ça nous ferait 1 demi fois 1, bon, ça fait 1 demi, ouais, 1, ça veut dire 1 demi fois t carré, plus v0x, plus 2 fois t, plus x0 qui vaut 8. Voilà pour les équations horaires d'un mouvement uniformément accéléré et rectiligne. Un exercice d'application sur les mouvements rectilignes uniformément accélérés. Je vous laisse répondre à la première et à la seconde question après avoir lu l'énoncé. Bien, déterminons dans un premier temps l'équation horaire de la position de l'avant de la voiture au cours du temps. Pour avoir la position, on sait que le vecteur OM, M étant le point correspondant à l'avant du véhicule, ce vecteur OM, il est égal tout simplement à sa coordonnée fois le vecteur unitaire U de x sur cet axe OX. Pour avoir la position, eh bien, on est obligé de partir de la vitesse et avant de l'accélération. En effet, le vecteur accélération est égal à AX fois U de x. Or, AX, c'est égal à A, c'est égal à 3 mètres secondes moins 2. Donc, égal à A fois U de x. On sait que AX est la dérivée de Vx par rapport au temps, Vx étant la projection du vecteur vitesse de la voiture sur l'axe OX. Bon. Vx est donc la primitive de l'accélération. C'est-à-dire, comme AX est une constante, qu'elle vaut 3 mètres secondes moins 2, eh bien, Vx est égal à AX fois t plus une constante k. Cette constante k, on la détermine comment? Avec les conditions initiales. À t égale 0, la vitesse du véhicule vaut V0 72 km/h, c'est-à-dire 72 000 mètres sur 3600 secondes, c'est-à-dire 20 mètres secondes moins 1. Bon, donc Vx0 est égal à V0. On va réinjecter le temps, on va reprendre le temps t égale 0 dans cette équation, ce qui nous donne AX fois 0 plus la constante k. La constante k vaut donc V0, c'est-à-dire 20 mètres secondes moins 1. L'expression de Vx au cours du temps vaut donc AX fois t plus V0, ou ce qui revient au même, Vx, si on remplace par les valeurs numériques, 3 fois t plus 20. On voit donc que la vitesse sur l'axe x augmente au cours du temps et Vx est une fonction affine du temps. Bien, une fois qu'on a Vx, comme on sait que Vx est la dérivée de la position de la voiture par rapport au temps, eh bien xv est la primitive de Vx. Autrement dit que vos xv, eh bien, c'est égal à la primitive de 3t plus 20 ou de ax fois t plus v0. La primitive du temps t, c'est quoi? 1 demi de t carré. Si on redérive 1 demi de t carré, on retrouve 2 fois 1 demi, ça fait 1, 1 fois t, on retrouve bien t. Fois quoi? Eh bien, fois ax qui est une constante, plus
Primitive de V0 par rapport au temps, c'est V0 fois t, plus évidemment une constante que je n'étais qu'à' parce qu'elle n'est pas dans la même unité que la constante k. At égale 0, au moment où la voiture accélère, la vitesse, la position est nulle. Autrement dit, ax fois 1 demi fois 0 au carré plus v0 fois 0 plus k', tout ça égale 0. K' égale 0. On peut déterminer ici la constante k' grâce toujours aux conditions initiales. Que vaut donc xv au cours du temps? Eh bien, 1 demi de ax fois t carré plus v0t. Voici pour l'équation horaire de la position de l'avant du véhicule. On va passer maintenant à l'expression de xc de t, mais d'abord, qu'est-ce que ce mouvement? Qu'est-ce que le mouvement de la voiture? La route est droite, donc le mouvement est rectiligne. L'accélération est constante, donc il s'agit d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré, c'est-à-dire avec une accélération qui est constante. Que vaut xc de t, c'est-à-dire la position de l'avant du camion au cours du temps? On sait que le camion a une vitesse constante qui vaut v0. Donc la vitesse du camion est égale à sa coordonnée fois u de x étant le vecteur unitaire sur l'axe OX. Bien, Vx égale V0 égale 20 mètres seconde moins. Comme Vx est la dérivée de xc par rapport au temps, xc est la primitive de Vx, c'est la fonction qui dérivée va donner Vx. Eh bien, nous avons donc xc égale à V0 fois t. Si je redérive ça par rapport au temps, je retrouve bien V0, plus une constante, k, qu'il va falloir déterminer grâce aux conditions initiales. À t égale 0, où se trouve l'avant du camion? Eh bien, il se trouve à une position xc0 qui vaut quoi? Eh bien, 35 plus, évidemment, la longueur du camion, ça fait 45 mètres. Autrement dit, la distance qui est de 45 mètres. Autrement dit, que vaut xc 0? Eh bien, ce 45 mètres qui est égal à V0 fois l'instant t égale 0 plus k. Autrement dit, k égale xc 0, c'est-à-dire 45 mètres. L'expression de x du camion vaut donc par conséquent V0 fois t plus xc 0. Il s'agit d'un mouvement rectiligne car la route est droite et à vitesse constante, donc on appelle ça un mouvement rectiligne uniforme pour le camion. Mouvement rectiligne uniforme. Je vous laisse lire l'exercice. Les deux premières questions ont été effectuées dans un exercice précédent. Donc, je vous laisse faire la troisième question. On considère que le dépassement est terminé quand l'arrière de la voiture est 20 mètres devant l'avant du camion. Calculez la durée de dépassement et la distance parcourue par le camion pendant ce temps. On vous donne les équations horaires de la position de l'avant de la voiture et de l'avant du camion. À vous de jouer! Bien, attention à cet exercice. On vous dit que le dépassement du véhicule est considéré comme terminé lorsque la distance entre l'avant du camion et l'arrière de la voiture vaut 20 mètres. On sait que la voiture, elle, fait une distance de 4 mètres, donc elle est longue de 4 mètres. Nous avons la position de la voiture à n'importe quel instant t et la position à n'importe quel instant t du camion. Avant du camion et avant de la voiture, bien entendu. Donc, quand est-ce que, au bout de combien de temps est-ce que le dépassement est terminé?
Mais il faut utiliser ces deux équations et se dire que xv de t, le déplacement est amené quand xv de t moins xc de t, cette distance-là, est égale à quoi? Eh bien 20 plus 4, 24 mètres. On va appeler cette distance, on va l'appeler grand D par exemple, qui vaut 24 mètres. Nous allons donc résoudre cette équation. xv de t, qu'est-ce que c'est? C'est 1 demi de at carré plus v0t. La voiture a un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Moins, attention de bien mettre les parenthèses, moins xc de t qui est égal à v0t plus xc0 égale grand t. Les v0t se simplifient, ce qui nous donne donc 1 demi de at carré égale grand D plus xc0. C'est la position du camion à t égale 0 que nous avons ici, 45 mètres. Autrement dit, t carré égale 2 sur a facteur de d plus xc0. Donc l'instant t égale racine carrée de 2 grand D plus xc0 sur a. Avant de faire quoi que ce soit comme calcul, on vérifie les unités. Le temps t, on le met en secondes. Ça veut dire qu'il faudra à ce moment-là que j'ai racine carrée puissance 1 demi à l'intérieur des mètres, mètres pour la distance, mètres pour xc0, et a est en mètres secondes moins 2. Vérifions. 1 sur seconde moins 2, ça fait seconde carrée. Seconde carrée puissance 1 demi, ça nous fait bien seconde 2 fois 1 demi, 1 seconde. J'aurai bien mon temps en secondes. Je peux passer au calcul. T égale racine carrée de 2 fois la distance grand D qui est 24 mètres, plus xc0 qui vaut 45 mètres, divisé par l'accélération constante, 3 mètres par seconde. Alors, imaginons qu'on ait deux chiffres significatifs, ce qui nous donne, après calcul, qu'on refera deux fois, t égale 6,8 secondes. Donc, il faut environ 7 secondes pour cette voiture, pour dépasser ce camion. Donc, il va falloir s'y prendre un petit peu à l'avance et faire attention à ce qui arrive en face. Évidemment, c'est le but du dépassement. Mouvement rectiligne sinusoïdal. Observons un mouvement rectiligne sinusoïdal grâce à cette animation. Nous allons prendre l'exemple de cette masse M reliée à un ressort. La masse M vaut 1 kg, le ressort a une raideur K de 18 N par mètre. Les frottements seront annulés. Déplaçons ici le solide. Nous voyons que son amplitude est réglée à peu près à 35 mm. Nous relâchons. Observez la position X au cours du temps. Nous voyons que cette position varie de façon sinusoïdale par rapport au temps. La phase à l'origine était de 0 radian. La pulsation vaut 4,24 radians par seconde. Et la période d'oscillation, c'est 1,48 secondes. Période d'oscillation, eh bien, c'est la durée que met le solide pour revenir à sa position initiale. Nous voyons qu'en chaque instant, le solide est soumis à 3 forces. Son poids P, la réaction R perpendiculaire au support car le mouvement s'effectue sans frottement, et la tension T du ressort qui change de sens suivant le mouvement. Au cours d'un mouvement rectiligne sinusoïdal, l'abscisse X du solide qui est relié à un ressort est la suivante. Xm, c'est l'amplitude des oscillations. X varie de plus Xm à moins Xm au cours du temps. Oméga 0 est la pulsation propre de l'oscillateur qui vaut 2π sur T0. T0 est la période d'oscillation, période propre d'oscillation. Φ0, c'est la phase à l'origine, c'est-à-dire c'est la valeur de l'angle dans le cosinus quand T vaut 0. À vous de dessiner X de T si Φ0 égale 0. Un petit exercice. Nous avons vu qu'un solide relié à un ressort peut avoir un mouvement sinusoïdal rectiligne. Bien, voici l'expression de la position de x, x étant
l'abscisse du centre d'inertie, donc du solide. Nous allons tracer cette abscisse x au cours du temps. On va prendre l'exemple où la phase à l'origine φ0 est égale à 0 radian et la période d'oscillation d'une seconde. AT égale 0, cosinus de 0, ça fait 1, donc x égale xm. Ensuite, AT égale T0 sur 2, eh bien, x vaut moins xm. Et puis, AT ici égale T0. X reprend sa valeur initiale xm. Xm étant l'amplitude des oscillations. Mouvement rectiligne sinusoïdal. Observons un mouvement rectiligne sinusoïdal grâce à cette animation. Nous allons prendre l'exemple de cette masse M reliée à un ressort. La masse M vaut 1 kg, le ressort a une raideur K de 18 Newton par mètre. Les frottements seront annulés. Déplaçons ici le solide. Nous voyons que son amplitude est réglée à peu près à 35 mm. Nous relâchons. Observez la position X au cours du temps. Nous voyons que cette position varie de façon sinusoïdale par rapport au temps. La phase à l'origine était de 0 radian. La pulsation vaut 4,24 radians par seconde. Et la période d'oscillation, c'est 1,48 secondes. Période d'oscillation, eh bien, c'est la durée que met le solide pour revenir à sa position initiale. Sachant que l'abscisse X est la suivante, à vous de déterminer la vitesse du centre d'inertie du solide au cours du temps. Qu'en maintenant x point, c'est-à-dire la dérivée de x par rapport au temps, qui n'est rien d'autre que la vitesse du mobile au cours du temps. Je vais donc dériver x par rapport au temps. Si je dérive par rapport au temps x, eh bien, ça va me donner la dérivée par rapport au temps de xm fois cosinus de 2pi sur t0 fois petit t, plus phi0. En effet, oméga 0, la pulsation, est égale à 2pi sur t0, t0 étant la période d'oscillation. Tout ceci est un angle θ qui varie au cours du temps. La dérivée par rapport au temps de cette première partie, on peut la sortir, xm, on peut la sortir de la dérivée. Pourquoi? Parce que xm est une constante. Donc, il me reste la dérivée par rapport au temps de cosinus θ. Or, nous avons vu précédemment que la dérivée par rapport au temps de cosinus θ est égale à la dérivée de cos θ par rapport à θ fois la dérivée de θ par rapport au temps. Bien. Donc, ça nous donne xm fois la dérivée de cos θ par rapport à θ. Il faut le connaître par cœur, c'est moins sinus θ fois moins sinus θ. Et on dérive θ par rapport au temps, autrement dit, on dérive par rapport au temps quoi? Eh bien, 2pi sur t0 qui est une constante, fois le temps t, plus phi0 qui est une constante. Eh bien, la dérivée de ceci par rapport au temps, ça nous donne quoi? Eh bien, xm fois moins sinus θ fois, eh bien, 2pi sur t0. Autrement dit, la vitesse sur l'axe des x est égale à moins, alors on va mettre xm fois 2pi sur t0 fois moins sinus θ. On peut modifier cette expression en disant quoi? Eh bien, en disant que nous voyons sur un cercle trigonométrique que si nous avons un angle θ ici, ceci est sinus θ. Sinus θ, c'est ce segment sur ce segment. Il est égal à quoi? Eh bien, un petit rappel de trigonométrie. Ceci, c'est un angle θ plus pi sur 2. Et on voit que cosinus de θ plus pi sur 2, c'est moins sinus θ. Autrement dit, x point égale xm fois 2pi sur t0. Et comme moins sinus θ, c'est cosinus θ plus pi sur 2, multiplié par cosinus θ plus pi sur 2.
Autrement dit, que vaut x point égale xm fois 2pi sur t0 fois cosinus θ plus pi sur 2. Θ, nous avions dit que c'était 2pi sur t0 fois t plus phi 0. 2pi sur t0 fois t plus phi 0. Plus pi sur 2. Voilà. Voici pour la vitesse. On peut la dessiner sur cet axe. Alors, dessiner ce point étant la dérivée de x par rapport au temps, et bien tout simplement, c'est la pente de la tangente à la courbe en chaque instant. Donc là, on voit que la pente est nulle. Donc, x point est nul. Vous pourriez le vérifier également avec cette expression. Ensuite, à t0 sur 4, vous aurez x point qui vaut moins xm. Enfin, pas moins xm, mais moins l'amplitude. Ensuite, vous aurez cette courbe-là. Voilà. Ici, que vaut l'amplitude? Eh bien, elle est ici, xm fois 2pi sur t0. Donc, l'amplitude de x point, qu'on pourrait noter comme ceci, x point m, est égale à xm fois 2pi sur t0. Vérifions bien qu'il s'agit d'une vitesse avec les unités. Eh bien, xm, c'est une amplitude, donc ce serait en mètres. 2pi, c'est une grandeur sans dimension physique, on la remplace par 1. Et t0, c'est des secondes. Donc on a bien des mètres par seconde, c'est bien une vitesse. Voilà pour l'allure de la vitesse sur l'axe x au cours du temps. Mouvement rectiligne sinusoïdal. Observons un mouvement rectiligne sinusoïdal grâce à cette animation. Nous allons prendre l'exemple de cette masse M reliée à un ressort. La masse M vaut 1 kg, le ressort a une raideur K de 18 N par mètre. Les frottements seront annulés. Déplaçons ici le solide. Nous voyons que son amplitude est réglée à peu près à 35 mm. Nous relâchons. Observez la position x au cours du temps. Nous voyons que cette position varie de façon sinusoïdale par rapport au temps. La phase à l'origine était de 0 radian. La pulsation vaut 4,24 radians par seconde. Et la période d'oscillation, c'est 1,48 secondes. Période d'oscillation, eh bien, c'est la durée que met le solide pour revenir à sa position initiale. Sachant qu'au cours de ce mouvement rectiligne sinusoïdal, la position est donnée par cette expression et la vitesse par celle-ci, déterminez l'expression de l'accélération sur l'axe des x au cours du temps, autrement dit, x point. On a déterminé dans un premier temps la vitesse sur l'axe des x du solide, qui est la suivante, et maintenant, que vaut l'accélération x secondes, donc qui est la dérivée de x point par rapport au temps, autrement dit, c'est l'accélération sur l'axe des x. Bien. Alors, il va falloir dériver ceci par rapport au temps. Nous avons donc la dérivée de x point par rapport au temps, qui est égale à la dérivée par rapport au temps de toute cette expression, xm fois oméga 0, qui est une constante, que nous allons pouvoir sortir de la dérivée, fois moins sinus de ceci qui est un angle qui varie au cours du temps. Donc moins sinus θ. Ce qui nous fait, eh bien, xm fois oméga 0, avec le signe moins qu'il ne faut pas oublier, multiplié par la dérivée par rapport au temps de sinus θ. Or, la dérivée par rapport au temps de sinus θ, c'est égal à quoi? C'est égal à la dérivée de sinus θ par rapport à θ fois la dérivée de θ par rapport au temps. Qui est égal, donc la dérivée de sinus θ par rapport à θ, on sait que c'est cosinus θ. Donc ça fait moins xm fois oméga 0 fois cosinus θ fois θ point. Bien, ce qui nous donne donc moins xm fois oméga 0
fois θ point c'est la dérivée de θ par rapport au temps, donc c'est oméga 0, puisque ça c'est une constante et oméga 0 est une constante, multiplié par oméga 0, multiplié par cos θ. Ce qui nous fait donc xm fois oméga 0 carré fois moins cos θ. Or, vous savez, avec le cercle trigonométrique, quand vous avez cosinus θ, c'est ce segment sur l'hypoténuse. Et puis, si vous faites cosinus θ plus pi, eh bien, vous retrouvez quoi? Eh bien, ce segment sur l'hypoténuse qui vaut moins cos θ. Autrement dit, moins cos θ, c'est égal à quoi? C'est égal à cosinus θ plus pi. Conclusion. Que vaut l'accélération sur l'axe des x? Ça vaut xm fois oméga 0 carré fois cosinus de θ, c'est oméga 0t plus phi 0. Oméga 0t plus phi 0 plus pi. L'accélération est donc en opposition de phase, opposition de phase avec la position au cours du temps. Vérifions ici si l'expression est homogène. Xm est en mètres, oméga 0 est en radian seconde moins 1, donc en seconde moins 1. Il n'y a pas de dimension physique, on le remplace par 1. Donc ça fait seconde moins 1 au carré, seconde moins 1 au carré, ça fera bien seconde moins 2, et ceci, évidemment, est sans dimension physique, un cosinus. Donc ça nous fait donc des mètres seconde moins 2, ce qui est bien homogène à une accélération. Voilà pour l'accélération de l'abscisse du centre d'inertie du palais, par exemple, au cours du temps. Mouvement circulaire. Un mouvement d'un point est circulaire si sa trajectoire est un cercle ou une portion de cercle. Cliquons sur cette animation de M. Gastebois pour étudier le mouvement d'un pendule qui a un mouvement circulaire. Le pendule est soumis à deux forces, son poids P et la tension T du fil. Observons le vecteur vitesse et le vecteur accélération au cours de ce mouvement. Nous voyons que le vecteur vitesse V est toujours tangent à la trajectoire qui est une portion de cercle, et le vecteur accélération, lui, a deux composantes, une composante normale plus une composante tangentielle. À remarquer que lorsque le pendule repasse par sa position d'équilibre, hop, on a vu très fugitivement que le vecteur accélération est cette fois-ci normal à la trajectoire, c'est un cas particulier. Attention, ça va arriver, top! Ah, j'ai un petit peu dépassé là. On y était. À vous maintenant de démontrer que le vecteur position, vitesse et accélération s'exprime dans la base polaire U de R, U de θ de la manière suivante. À vous de bosser. Mouvement circulaire quelconque. Alors, on considère un point M. Le cercle est à un rayon petit r. Et puis, on va chercher à déterminer d'abord le vecteur position, puis le vecteur vitesse, puis le vecteur accélération dans cette base polaire U de R, U de θ. Alors, le premier, le vecteur OM, c'est R fois U de R. Pas de problème. Ensuite, le vecteur vitesse. Que vaut-il le vecteur vitesse de ce point qui est en rotation? Eh bien, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Autrement dit, c'est la dérivée par rapport au temps de R, E fois U de R. R fois U de R. Bon. R étant une constante, le rayon étant constant pour ce mouvement circulaire, eh bien, on a à ce moment-là R fois la dérivée de UR par rapport au temps. Autrement dit, le vecteur vitesse est égal à R fois la dérivée de UR par rapport au temps, c'est la dérivée de UR par rapport à θ fois dθ sur dt.
La dérivée de r par rapport à θ, on l'a vu dans des vidéos précédentes, à vous de revoir ça. Donc ça nous donne r fois donc, θ point, et la dérivée de r par rapport à θ, c'est u de θ. Ou, ce qui revient au même, r fois oméga fois u de θ. Oméga étant la vitesse angulaire, c'est-à-dire en radians par seconde. Ceci, ce sont des radians par seconde, r évidemment est en mètres. Voici pour la vitesse. Alors si on avait à la tracer, on voit que le vecteur vitesse est collinéaire au vecteur u de θ. Donc si son mouvement est dans ce sens-là, voici le vecteur vitesse en chaque instant, qui est bien tangent à la trajectoire et donc collinéaire à u de θ. Passons au vecteur accélération maintenant. Le vecteur accélération, il est égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, c'est-à-dire la dérivée par rapport au temps de r oméga ici fois u de θ. Petit r, on peut le sortir puisque il est constant, ça fait r fois la dérivée par rapport au temps de oméga fois u de θ. Attention, ce terme oméga, vitesse angulaire, elle peut varier. 30 là, radians par seconde, d'un seul coup accélération, etc., etc. Donc oméga peut varier. Donc ce qui nous fait pour l'accélération, petit r fois la dérivée par rapport au temps de oméga fois u de θ, plus quoi? Eh bien, petit r fois la dérivée, alors r oméga, la dérivée par rapport au temps de u de θ, puisque u de θ voit sa position qui varie au cours du temps, puisque sa direction n'est pas la même au cours du temps. Ce qui nous donne pour le vecteur accélération r oméga point, dérivée de oméga par rapport au temps, fois u de θ, plus r oméga fois la dérivée de u de θ par rapport au temps, ça nous donne la dérivée de u de θ par rapport à θ, fois la dérivée de θ par rapport au temps. Ce qui nous donne, pour l'accélération, r oméga point u de θ plus r oméga fois oméga, parce que ceci c'est oméga, c'est la dérivée de θ par rapport au temps, hein, des radians par seconde, r oméga carré fois la dérivée de u de θ par rapport à θ qui est égal à moins u de r. Voire démonstration précédente. Ce qui nous fait pour le vecteur accélération deux composantes, une suivant u de θ, r oméga point u de θ, moins r oméga carré fois u de r. Une suivant u de r. Donc, vérifions évidemment les unités. R, c'est en mètres. Oméga, c'est en seconde moins 1, donc la dérivée d'oméga par rapport au temps, c'est en seconde moins 2, mètres seconde moins 2. Ici, on a bien des mètres. Et oméga carré, oméga, c'est en seconde moins 1 au carré, ça fait seconde moins 2. Voici pour le vecteur accélération. Si on avait à le tracer, il y aurait deux composantes. Une composante radiale, ici, qui vaut moins r oméga carré, et une composante tangentielle, r oméga point. Bon, on va prendre comme ceci. Voici la somme de ces deux composantes qui nous donnerait le vecteur accélération qui n'est pas forcément centripète. Il n'est centripète que si quoi? C'est-à-dire dirigé vers le centre de la trajectoire, que si ce terme-là est nul, et nous le verrons dans un deuxième cas, c'est le cas du mouvement circulaire uniforme. Mouvement circulaire uniforme. La vitesse angulaire, en radians par seconde, est constante à ce moment-là. Observons ce mouvement. La trajectoire, évidemment, du point M est un cercle, le mouvement est donc circulaire. La vitesse est constante, aussi bien que la vitesse angulaire en radians par seconde.
Observons le vecteur vitesse, celui-ci est bien toujours tangent à la trajectoire, c'est-à-dire tangent au cercle en chaque instant. Et le vecteur accélération, qu'est-ce qu'il a lui? Eh bien, il est centripète, regardez, il est orienté vers le centre de la trajectoire, ce vecteur accélération. Alors, il va falloir démontrer pourquoi. Nous avons vu précédemment que le vecteur accélération dans le cas d'un mouvement circulaire quelconque était le suivant. Cette fois-ci, oméga égale constante, donc oméga point est nul, ce qui fait que ce terme s'annule. Il ne reste donc plus que le vecteur accélération au point M, qui est égal à moins R oméga carré U de R. Donc c'est un vecteur accélération qui est comment? Eh bien qui est opposé au vecteur UR, vecteur radial. Donc le vecteur accélération est bien orienté vers le centre de la trajectoire. C'est un vecteur accélération centripète. Le pendule conique. Un pendule simple composé d'une masse m négligeable est suspendu à un fil de longueur petit l. Voici la masse m, voici la longueur petit l. L'extrémité grand M du fil, confondue avec le centre d'inertie de la masse, décrit un cercle de rayon petit r à la vitesse angulaire oméga constante. L'angle que fait le fil avec la verticale est noté petit b, comme nous le voyons ici. Déterminer la valeur A de l'accélération du point M en fonction de oméga, L et B. Voilà ce que donne ce pendule conique ici avec la masse M qui est soumise à deux forces, la tension T et le poids P. On va essayer de résoudre ce problème avec le bonnet ridicule de Denis. Bien, alors, on veut déterminer que vaut l'accélération du point M. On voit que le mouvement est un mouvement circulaire dans ce plan-là. Donc, on va déterminer d'abord, dans un premier temps, la valeur de AM. La valeur de AM est égale à cette distance-là qui est égale à L fois sinus B, L sinus B, fois le vecteur unitaire U de R. On a pris la base U de R, U de θ comme ceci, l'angle θ orienté positivement ici, et la base, le vecteur U de θ se déduisant du vecteur U de R par une rotation de plus pi sur 2, je vous rappelle. Donc AM égale L sinus B fois U de R. Le vecteur vitesse est égal à la dérivée du vecteur position AM par rapport au temps. Donc ça nous fait la dérivée par rapport au temps de L sinus B, qui est une constante, plus que B est constant et que L est constant, fois donc U de R. La dérivée par rapport au temps de U de R, ça nous donne θ point U de θ. Et maintenant, on va déterminer le vecteur accélération. Le vecteur accélération est égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. On dérive donc par rapport au temps L sinus B fois θ point U de θ. Bien, ce qui nous donne pour le vecteur accélération L sinus B, c'est une constante, on la sort de la dérivée. On dérive par rapport au temps. D'abord, dans un premier temps, θ point qui nous donne θ second fois U de θ plus L sinus B θ point, et on dérive U de θ par rapport au temps cette fois-ci qui nous donne moins θ point U de R. Autrement dit, que vaut le vecteur accélération? θ point, c'est une constante, c'est oméga. θ point est une constante, donc θ seconde, la dérivée de θ point par rapport au temps, est nulle. L'accélération donc est égale à moins L sinus B θ point carré U de R. C'est donc une accélération qui est centripète, puisque orientée dans le sens opposé à U de R. La norme de A est égale à L sinus B θ point carré. Comment pouvons-nous affirmer qu'un mouvement est uniforme, accéléré ou décéléré? Étudions quelques cas. Quand est-ce que nous pouvons affirmer qu'un mouvement est uniforme,
donc vitesse constante, accélérée ou décélérée. Pour cela, il faut étudier le signe du produit scalaire de vecteur accélération fois le vecteur vitesse, qui est égal à A fois V fois cosinus entre A et V. Ce cosinus, on l'appellera θ. Étudions quelques cas. Étudions le mouvement parabolique d'un projectile dans un champ de pesanteur. En phase de montée, la vitesse, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va diminuer. Qu'est-ce qu'on remarque? Le vecteur vitesse, le voici. Le vecteur accélération, il est égal à G. Donc, on voit qu'entre le vecteur vitesse et le vecteur accélération, il y a un angle plus grand que pi sur 2. Autrement dit, le mouvement est décéléré. Dans quel cas? Dans le cas où θ supérieur à pi sur 2, à ce moment-là, A scalaire V, quel va être son signe? Eh bien, c'est A fois V fois cosinus d'un angle plus grand que pi sur 2. Un angle plus grand que pi sur 2 a son cosinus négatif. Autrement dit, A scalaire V est inférieur à ce moment-là à 0. Deuxième cas, eh bien, cette fois-ci, le solide est en phase de descente. On voit que sa vitesse augmente. Que vaut l'angle entre l'accélération et la vitesse à ce moment-là? L'accélération est ici, le vecteur vitesse, on le voit, il est ici. On voit que l'angle entre les deux est cette fois-ci plus petit que pi sur 2. Quel est le signe de A scalaire V? θ étant plus petit que pi sur 2, cosinus θ est positif. Autrement dit, A scalaire V qui est norme de A fois norme de V fois quelque chose de positif, tout ça c'est positif. Donc A scalaire V est plus grand que 0, le mouvement est accéléré, la norme de la vitesse augmente. Troisième cas, le mouvement circulaire uniforme. Eh bien, regardons le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse, il est tangent à la trajectoire. Le vecteur accélération, comment il est? Eh bien, il est normal à la trajectoire. Autrement dit, quel est l'angle entre le vecteur vitesse et le vecteur accélération? Eh bien, vous l'aviez trouvé, c'est un angle qui vaut pi sur 2. Que vaut maintenant A scalaire V dans ce cas? Eh bien, θ étant égal à pi sur 2, cosinus de pi sur 2, ça fait 0. Donc, A scalaire V est égal à norme de A fois norme de V fois 0, ça fait 0. Le mouvement est à ce moment-là uniforme, la norme de la vitesse est constante. Pas le vecteur vitesse, évidemment, puisque la direction de ce vecteur vitesse change au cours du temps.